Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Questions Éco. Au menu ce soir, bilan économique des 2 mandats du président de Côte d'Ivoire sortant, Alassane Ouattara. Que doit-on retenir de ces 2 mandats? Que reste-t-il à faire pour une croissance plus inclusive en Côte d'Ivoire entre les troubles sociaux et le contexte actuel de pandémie mondiale? Quelle perspective pour l'économie ivoirienne? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, nous accueillerons depuis Louga, au nord-ouest du Sénégal, Moubarak Lo, Senior Fellow au Policy Center for the New South. Bienvenue à tous. À son arrivée au pouvoir en 2011, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara avait hérité d'un pays lourdement affecté par 8 années d'instabilité civile. Aujourd'hui, après 2 mandats à la tête du pays, quel bilan économique du président sortant? Avant de rejoindre bien sûr notre invité, je vous laisse avec ce papier signé à la Benali. La Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara est l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique subsaharienne. C'est la Banque mondiale qui l'affirme dans son dernier rapport. Depuis 2011, la croissance ivoirienne fluctue entre 7 et 8%, l'un des taux les plus élevés au niveau continental, mais aussi à l'échelle mondiale. En l'espace de 9 ans, la Côte d'Ivoire a plus que doublé son PIB, 21,5 milliards d'euros en 2010 à 49,7 milliards d'euros en 2019. Côté agriculture, le pays est le premier producteur mondial de cacao. Ce dernier pèse entre 10 et 15% du PIB du pays et 40% des exportations. Il emploie 66% de la population ivoirienne active et fait nourrir entre 5 et 6 millions d'habitants. Cela dit, une grande partie de l'économie ivoirienne reste informelle, représentant environ 70% de la valeur ajoutée et jusqu'à 90% de l'emploi. En ces temps de pandémie, la croissance ivoirienne devrait chuter à seulement 1,8% en 2020. La Banque mondiale prévoit un rebond rapide à 5% en 2021. Pour amortir le choc, le gouvernement a lancé un plan de soutien de 2,6 milliards d'euros, soit 5% du PIB sur 2020-2021. La stabilité économique dont jouit la Côte d'Ivoire aujourd'hui suffira-t-elle à convaincre les Ivoiriens à revoter une 3e fois pour Ouattara? Réponse dans les urnes ce samedi 31 octobre. Et pour commenter la situation avec nous depuis Louga, au nord-ouest du Sénégal, Moubarak Lo, Senior Fellow au Policy Center for the New South, think tank marocain bien sûr. Bonsoir Moubarak Lo, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir Khadija. Moubarak Lo, vous connaissez bien la Côte d'Ivoire pour y avoir mené plusieurs missions. Que pouvez-vous ajouter sur ce bilan économique du président sortant Alassane Ouattara? Oui, je pense que c'est un bilan impressionnant, c'est l'un des meilleurs d'Afrique. Si vous comparez les indicateurs de la Côte d'Ivoire en 2010 et maintenant, vous observerez que la Côte d'Ivoire a beaucoup évolué. D'abord en termes de richesse, en termes de transformation structurelle, en termes d'insertion dans l'économie mondiale et en termes de stabilité économique. Donc, c'est sur tous les paramètres de l'émergence économique, la Côte d'Ivoire a fait des pas de géant. Et aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus performants en matière d'attraction des investissements, d'attractivité également. Donc, ça veut dire que dans le futur, si la stabilité politique est confirmée et la stabilité sociale également, le pays pourra être une terre d'investissement qui va aller beaucoup plus de l'avant parce qu'aujourd'hui, le potentiel du pays n'est pas encore pleinement exploité. Parce que la transformation des produits comme le cacao, également le café, tous ces produits-là ne sont pas encore pleinement transformés. Absolument. Mais avant justement de revenir vraiment sur le plan micro, parlons macro, si vous le permettez, Moubarak Lo. Alors, vous avez parlé d'une certaine stabilité économique. Parlez-nous des niveaux de la dette et de l'inflation pour ce mandat de Alassane Ouattara, qui, rappelons-le, est un ancien directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Bon, la Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays les plus stables au niveau macroéconomique parce que vous savez, l'inflation. La Côte d'Ivoire est membre de la zone franc UEMOA, donc l'objectif, c'est de ne pas dépasser des taux d'inflation de 2 à 3%. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est largement
à des taux largement inférieurs à cette cible. Donc, c'est pour dire que l'inflation n'est pas vraiment un problème parce que c'est une politique monétaire indépendante. Donc, c'est une politique monétaire relativement restrictive. C'est vrai qu'il a été relâché un peu avec la Covid, mais de manière générale, depuis toutes ces années, l'inflation est demeurée proche de zéro. Pour ce qui concerne la dette aussi, elle est toujours viable depuis l'avènement du président Ouattara, donc, qui, comme vous l'avez remarqué, était directeur Afrique du FMI, donc qui a veillé à ce que tous les paramètres dans le programme du FMI avec la Côte d'Ivoire soient respectés. Il s'en est glorifié d'ailleurs récemment. Donc c'est pour vous dire qu'au niveau macroéconomique, c'est un excellent élève. Là où le pays doit faire des efforts, c'est dans la transformation de ses produits. Parce que si vous prenez le cacao, aujourd'hui, c'est transformé à moins de 30%. Donc, il est vendu à l'étranger et il revient en Côte d'Ivoire en chocolat ou en autres produits dérivés. Et donc, si la Côte d'Ivoire arrive à remonter la chaîne des valeurs, à s'industrialiser davantage, parce que c'est un pays qui a beaucoup de potentiel agricole pour tirer sa croissance. Et donc, si le pays réussit à transformer ces produits agricoles, ce sera un géant économique avec lequel il faut compter, au moins en Afrique de l'Ouest. Parce qu'aujourd'hui, disons, après le Ghana et le Nigeria, la Côte d'Ivoire est troisième. Donc, avec le Ghana, c'est d'une année sur l'autre, l'un des pays passe devant. Donc, il est très proche du Ghana, mais disons que si la dynamique est maintenue, c'est un pays qui a un excellent potentiel, sans compter des potentiels de ressources pétrolières ou d'autres. Puisque vous parlez de ressources, j'aimerais à présent parler d'énergie, parce que de toute façon, cela va également dans le sens de ce que vous évoquiez à l'instant en termes d'industrialisation, de transformation de matières premières. Là est un des plus gros challenges de plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. Mais l'autre plus gros challenge, c'est l'électrification. Alors, en effet, les chiffres sont là, et puis certains objectifs pourraient même arriver, en tout cas le gouvernement pourrait les atteindre. Je parle ici bien sûr de l'offre énergétique. Selon vous, en Côte d'Ivoire, avec toutes les avancées notables ces 10 dernières années, pensez-vous pouvoir atteindre ces objectifs d'industrialisation et surtout les besoins d'industrialisation du pays? Oui, c'est vrai que si vous voulez vous industrialiser, il vous faut forcément régler la problématique énergétique parce que l'industrie est très consommatrice d'énergie. Absolument. Donc la Côte d'Ivoire a fait des efforts pour pouvoir satisfaire la demande au niveau urbain. Bon, comme en Afrique, le grand challenge, c'est souvent au niveau rural. Maintenant, pour ce qui concerne l'industrie, les défis sont encore plus élevés parce que si aujourd'hui, disons, la demande est surtout tirée par la demande des ménages. Mais si vous devez créer beaucoup d'industries, surtout des industries de transformation de matières premières, et donc vous aurez à développer la consommation énergétique. Mais la chance de la Côte d'Ivoire, c'est d'être voisin de la Guinée. Donc la Guinée a un potentiel électrique extrêmement élevé, notamment avec tous les barrages qui ont été faits récemment dans ce pays. Et donc le potentiel aussi de développement de la production d'énergie en Guinée est encore sous-exploité. Et donc, ça veut dire que si, avec l'aspect régional, la dimension régionale, il sera possible pour la Côte d'Ivoire, en connectant son réseau avec celui de la Guinée, de pouvoir demain satisfaire sa demande énergétique si la production industrielle devrait croître rapidement. On parle souvent, n'est-ce pas, d'investissement privé comme levier de croissance inclusive. Alors justement, ces investisseurs, notamment privés ou autres, selon vous, pourquoi le président Ouattara, le président sortant, a autant de popularité auprès des investisseurs? Bon, vous savez, Ouattara est un ancien du FMI, donc il connaît exactement ce qu'il faut faire, non seulement pour maintenir les équilibres macroéconomiques, mais également pour maintenir un environnement des affaires de classe internationale. La Côte d'Ivoire a l'avantage d'avoir, disons, des institutions de promotion des investissements très efficaces. Ils ont un centre de promotion qui est de classe mondiale. Et donc, tout ceci fait que le pays jouit d'une grande popularité au niveau des investisseurs.
Mais comme je disais tout à l'heure, tout ceci, ce n'est qu'un potentiel, effectivement, qui s'est matérialisé dans le passé. Mais aujourd'hui, le challenge, c'est de bien traverser cette période d'incertitude électorale. Et donc, si la Côte d'Ivoire réussit à traverser cette période et à consolider ses acquis, bien évidemment, ce pays ne peut que renforcer davantage son attractivité auprès des investisseurs. Si on devait parler de l'impact des investissements colossaux, notamment pour les infrastructures qui ont été bien sûr développées ces 10 dernières années, quel est l'impact sur l'économie, sur le citoyen ivoirien? Bon, disons qu'il y a une meilleure qualité de vie aujourd'hui parce que les infrastructures participent à la qualité de vie. Aujourd'hui, si vous allez en Côte d'Ivoire, à Abidjan, de nouveaux ponts ont été construits, donc la circulation est beaucoup plus fluide. Les gens perdent moins de temps pour aller au travail. Dans le domaine énergétique, les infrastructures ont été renforcées également. Dans le domaine de l'eau, dans le domaine des télécommunications, donc toutes les infrastructures se sont améliorées, disons, ces dernières années. Au niveau rural aussi, et dans les régions du pays, la connexion entre la capitale et les autres capitales régionales s'est beaucoup améliorée. Aujourd'hui, vous avez des autoroutes entre Abidjan et Yamoussoukro, Abidjan et le nord, donc toutes des routes de classe internationale, donc, et dans les autres régions comme San Pedro. Et donc, les infrastructures portières aussi ont été renforcées. Au niveau de l'aéroport d'Abidjan a été mise à niveau. Donc, la Côte d'Ivoire n'a pas choisi, comme d'autres pays, de faire un nouvel aéroport. Elle a choisi, la Côte d'Ivoire, de mettre à niveau son aéroport, donc d'agrandir les capacités. Et donc, tout ceci participe bien évidemment de la qualité de vie, de l'attractivité également du pays auprès des investisseurs, mais également de la population qui souhaite demeurer et vivre en Côte d'Ivoire. Alors, parlons de cette population ivoirienne. Le PIB par habitant ou parité de pouvoir d'achat, selon bien sûr l'indice de la Banque mondiale, est de quelques $5 450. Cela, c'était pour les chiffres de 2019. Cette courbe du PIB par habitant est certes ascendante, mais voilà, ce n'est pas vraiment synonyme d'une baisse palpable de la pauvreté en Côte d'Ivoire. En témoignent bien sûr les chiffres de la Banque mondiale et d'autres institutions internationales. Cet indice reste toutefois bien en deçà même de celui que l'on relève dans d'autres pays africains, ou ce que l'on appelle les lions africains, n'est-ce pas, Moubarak-Lo, ces pays-là qui connaissent un dynamisme bien sûr très important. Est-ce que vous pensez que cet indice-là de pauvreté est un effet de rattrapage après la grave crise traversée par le pays il y a un peu moins de 10 ans maintenant? Bon, disons que la décennie 2000, c'était une décennie zéro. C'est une décennie où tous les indicateurs se sont détériorés en Côte d'Ivoire. Donc la croissance était nulle ou négative. Les équilibres macro se sont dégradés. Donc l'emploi, bien évidemment, s'en est ressenti. Et la pauvreté a augmenté. Et donc, depuis lors, avec tous les plans nationaux de développement qui ont été mis en place, moi-même, j'ai eu la chance d'avoir participé à l'élaboration de certains de ces plans, y compris en 88, en 2008, je veux dire, pendant, disons, une période où la Côte d'Ivoire n'était pas encore arrivée à la stabilité politique. Et donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, depuis cette période de 2008, donc depuis 2010, avec l'arrivée du président Ouattara, on a une amélioration de la pauvreté, parce que la pauvreté, bien évidemment, va de pair avec la croissance. Mais la croissance n'est pas suffisante, mais c'est, disons, nécessaire pour pouvoir réduire durablement la pauvreté. Et donc, l'élasticité de la pauvreté par rapport à la croissance du revenu par tête est aussi très élevée en Côte d'Ivoire, parce que n'oubliez pas que la Côte d'Ivoire est un pays très agricole. Donc, quand la croissance augmente, ça se ressent plus vite en Côte d'Ivoire qu'ailleurs. Dans certains calculs parlent d'une élasticité de 3. Ça veut dire que si la croissance augmente, du revenu par tête augmente d'1 point, la pauvreté se réduit de 3%, ce qui est extrêmement élevé. Malgré tout, le pays a toujours un taux de pauvreté
supérieur à 30%. Donc, quelle que soit la méthode que vous choisissez, donc les défis demeurent. Mais l'important, c'est que le pays continue à réduire jour après jour la pauvreté. Le deuxième élément de réduction de la pauvreté, c'est que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour le prix aux producteurs, notamment pour le cacao. Et donc, le prix aux producteurs a été renforcé par le gouvernement et tout ceci contribue à augmenter le revenu du producteur. Et comme la pauvreté est essentiellement rurale, si vous augmentez le prix aux producteurs, ça veut dire que vous avez beaucoup plus de revenus chez les paysans et donc une pauvreté moindre. Oui, alors, vous avez évoqué un point très important. Vous avez vous-même participé, vous avez dit, à l'un des programmes de développement sociaux en Côte d'Ivoire. Je voudrais revenir avec vous sur ce fameux programme social du gouvernement lancé en 2019, il y a tout juste un an, par le président Ouattara. Sur le plan microéconomique, quand pouvons-nous nous attendre à des résultats concrets de ce programme social, selon vous, Moubarak Lo, selon bien sûr votre expérience dans ce genre de plan de développement? Bon, disons que vous avez... C'est le plan national de développement. Il a été élaboré en 2010, donc à l'arrivée du président Ouattara, 2010-2011. Oui. Et il a été refait également en 2015. Et donc aujourd'hui, le pays va aller vers la 3e génération du plan national de développement. Donc à partir de 2021, le pays va entrer de plein pied dans le 3e plan national de développement. Et n'oubliez pas que le pays avait l'ambition de devenir émergent à partir de 2020. Et donc, d'ailleurs, ce serait intéressant de faire le bilan de ces 10 ans, disons, de croissance et de développement en Côte d'Ivoire pour savoir si l'objectif d'émergence a été atteint. Bon, je peux répondre d'ailleurs à mon niveau parce que j'ai conçu un émergence et aujourd'hui, dans nos calculs, la Côte d'Ivoire est ce qu'on appelle un pays pré-émergent. Disons que la Côte d'Ivoire n'est pas encore un pays émergent, mais si elle continue dans la dynamique, nous avons fait des simulations avec les modèles que nous avons. C'est un pays qui va aller très vite. Disons que si, encore une fois, l'incertitude électorale donc en termes de stabilité est réglée, disons que d'ici 2025, la Côte d'Ivoire va devenir un pays émergent. Et donc, elle est très proche de l'émergence et donc, cet objectif, au moins au niveau économique, sera atteint. Maintenant, au niveau social, ça ne peut que suivre, parce que je vous disais tout à l'heure, quand la croissance et le développement s'accélèrent, forcément l'emploi va suivre, parce qu'il y a plus d'opportunités en termes de postes d'emploi. Il y a également... les entreprises peuvent distribuer plus de valeur ajoutée aux salariés. Et oui, tout mais cela je me permets de vous interrompre, Moubarak Lo. J'ai moi-même vérifié les chiffres de l'Organisation internationale du travail. Le chômage, selon cette organisation, a touché quelques 5% de la population active ivoirienne âgée entre 15 et 24 ans, sachant que la moyenne mondiale est de 15%. Et moi-même, je me suis posé la question, il y a un réel contraste entre ces chiffres qui sont publiés, bien sûr, officiellement par l'Organisation internationale du travail, si ce n'est l'organisme officiel mondial qui calcule ces chiffres de l'emploi et du chômage, et ces 5% qui touchent les jeunes de chômage. Qu'en pensez-vous ? Vous savez, la définition du chômage, selon le Bureau international du travail, demander du travail. Donc, si vous avez fini les études et que vous n'avez pas fait une demande de travail, une demande d'emploi, je veux dire, parce que la demande de travail vient des entreprises, vous n'allez jamais être compté parmi les chômeurs, même si dans les faits, vous ne travaillez pas. Donc, il faut cet axe volontariste des jeunes pour aller s'inscrire dans les registres des services de la main-d'œuvre. Et deuxièmement, dans les pays en développement, vous avez ce qu'on appelle le sous-emploi. Et donc, très souvent, le chômage n'est pas très élevé parce que les jeunes s'activent toujours dans des petits métiers, notamment dans le domaine de l'informel ou dans le domaine agricole également, avec des activités saisonnières. Ils arrivent toujours à travailler, mais disons que c'est un travail avec des niveaux de productivité faibles, parfois, ou bien saisonniers. Donc, après 4 ou 5 ou 6 mois,
ils vont passer 6 mois sans travailler, mais ils ne vont pas aller se déclarer comme des chômeurs. Donc, c'est pourquoi il faut relativiser ces chiffres qui sont réels, mais qui dépendent du référentiel choisi par le BIT. Maintenant, le défi dans nos pays, c'est de faire en sorte qu'au-delà de ce travail saisonnier, qu'on puisse travailler 12 mois ou en tout cas 11 mois sur 12, mais ensuite qu'on relève la productivité, même dans le secteur informel ou rural. Parce que c'est ça qui permet d'accepter la question de la pauvreté. Oui, mais c'est un challenge aussi, l'implication, l'inclusion de ce secteur informel qui pèse lourd, plus de 50%, on l'a entendu aussi dans le papier un peu plus tôt, il pèse très lourd. Et là, cela rentre aussi dans un process de diversification de l'économie ivoirienne, largement dépendante du secteur agricole, notamment en ce qui concerne l'emploi. Oui, vous savez, si vous lisez le plan national de développement, tous ces défis ont été posés dans le document et le gouvernement a pris à bras le corps cet objectif de diversification et de transformation. Et donc, c'est bien compris. Bon, maintenant, ce n'est pas un chantier qui peut être accompli, disons, sur le court terme. Il faut de la durée. Et c'est pourquoi je disais que d'ici 10 ans, à partir de 2015, en 2025, sans doute, la Côte d'Ivoire arrivera à avoir des performances très élevées en matière de diversification et de transformation. Parce que le chemin a démarré, parce qu'aujourd'hui, disons en 2015, si vous prenez le cacao, les niveaux de transformation, c'était 5%. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a dépassé 20% en termes de transformation, avec de nouvelles usines qui ont été inaugurées et qui sont fonctionnelles aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si vous allez sur le marché ivoirien, vous allez trouver du chocolat made in Côte d'Ivoire, et donc qui sont du chocolat de bonne qualité. C'est cet effort-là qu'il faudra continuer, et il faudra encore un peu de temps pour que, disons, tous ces efforts-là fournissent leurs produits les plus complets. Pensez-vous que les promesses électorales du président sortant peuvent justement aider à répondre aux challenges auxquels fait face cette économie ivoirienne? Bon, disons, au-delà des promesses électorales, parce qu'il faut savoir que le vrai programme du président de la République ivoirien, c'est le plan national de développement. Parce que c'est à travers le plan que toute la matière grise nationale, toutes les forces vives sont mobilisées pendant une année pour pouvoir produire ensemble un document qui trace, disons, la vision et le programme de la Côte d'Ivoire sur le moyen et long terme. Et ces programmes-là s'inspirent également des orientations du président de la République qui, à la fin, aussi les adopte. Et donc, pour moi, tout ce qui est promis par le président, si vous retournez dans le plan, vous verrez que ça figure peu ou prou dans le plan. Maintenant, il peut y avoir des inflexions, et ça va apparaître dans le 3e plan national de développement qui va être adopté très prochainement. Pour terminer, Moubarak Lo, et au vu du contexte actuel de pandémie mondiale et bien sûr une potentielle crise post-électorale, ces deux facteurs combinés pourraient-ils saper l'économie de ce pays, selon vous? Bon, concernant la Covid, la Côte d'Ivoire aujourd'hui a les meilleurs indices de sévérité que nous calculons. Dans le cadre du bureau que je dirige au Sénégal, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui le pays qui a la meilleure performance au niveau africain. Donc, il a un score de 1 sur 1. Ça veut dire que si ce n'était que la Côte d'Ivoire, le pays ne ressentirait pas les effets de la Covid. Mais vous savez, si la Covid joue au niveau mondial ou régional, régional ça va encore, mais au niveau mondial, la crise est là et la Côte d'Ivoire est un pays exportateur. Donc, c'est un pays aussi qui va souffrir forcément de l'impact de la Covid, en tout cas tel que vécu au niveau mondial. Maintenant, concernant la situation électorale, elle est beaucoup plus sérieuse. Là, personne ne peut dire aujourd'hui qu'est-ce qui demain sera fait. On ne peut qu'espérer que le pays saura traverser cette période difficile et retrouver très vite, disons, un chemin de travail et continuer à engager les importantes réformes que le pays avait commencées depuis une dizaine d'années.
C'est ce qu'on souhaite à ce pays frère avec lequel justement le Maroc entretient des relations très solides, notamment premier investisseur, n'est-ce pas, étranger dans ce pays de Côte d'Ivoire, moteur, locomotive de cette Afrique de l'Ouest, bien sûr, et qui fait partie de cette communauté économique de la CEDEAO. Merci beaucoup, Moubarak Lo, d'avoir répondu à nos questions depuis Louga, au Sénégal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de Questions Éco. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et un très bon week-end.